Et je vais essayer de faire une présentation qui est, je pense, plutôt un chapeau qu'une analyse très précise autour d'un matériau pour que on ait en quelque sorte un point de départ sur ce qu'est la ville de demain et les enjeux qui se posent à nous, concepteurs des bâtiments et de la ville qui doit se construire. Je suis effectivement, donc je fais une toute petite parenthèse pour parler de POCA, parce que Michel a mentionné POCA tout à l'heure. POCA, c'est une question, c'est une formation qui est moitié enseignement, moitié recherche à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, sur laquelle on se penche avec une quinzaine d'étudiants chaque année sur les sujets dont je vais parler maintenant, qui sont ceux du rapport entre l'architecture, la ville et l'aménagement, et les chocs climatiques, démographiques, ressources, épuisement des ressources et des énergies fossiles, et aussi vivants, et qui appellent certainement à transformer nos pratiques, nos constructions, nos modes de construction, nos modes de réflexion, nos attitudes, tout notre fonctionnement. Donc c'est un peu le point de départ de cette chose-là. État d'urgence climatique. J'avais envie, bon évidemment on a eu un drame terrible avec l'incendie de la charpente de Notre-Dame. On est tous très mobilisés, très focalisés là-dessus. Et en même temps, il y a peut-être un autre incendie qui se déroule depuis 30, 40 ans autour de nous, qui est l'incendie environnemental. On est dans une situation qui se dégrade très progressivement, de façon très continue, et il n'y a pas de pompiers là pour le moment, il y en a très peu. Et donc, c'est la première chose dont je voudrais parler, c'est dire qu'en fait, la situation est comme assez sérieuse, mais même franchement très sérieuse, et que peut-être on a tous collectivement, et c'est pas nous juste industrie du bâtiment, architectes, concepteurs, etc., mais collectivement, on a une sacrée prise de conscience à faire pour vraiment réformer nos façons de travailler. On est dans une marmite qui est en train de chauffer, et on n'a pas très bien trouvé le bouton pour éteindre le gaz, quoi. Il y a un problème. Alors, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Donc, il y a un panel d'experts qui s'appelle le GIEC ou IPCC en anglais, qui étudie ça depuis longtemps. Et donc, ça, c'est un de leurs graphes, un petit peu, comment dire, pas très explicite, mais en gros, il nous montre quoi? Il nous montre des chemins, c'est-à-dire que dans leurs études, dans leurs simulations, les scientifiques du GIEC font une hypothèse sur ce qu'ils appellent le forçage radiatif, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est apportée à la planète en plus de ce qu'elle reçoit normalement, et qui est très liée à la concentration en gaz à effet de serre, en CO2, qui se trouve dans cette atmosphère. Et donc, vous voyez, donc chaque RCP, chaque scénario, si vous voulez, est affecté d'un chiffre qui est distinct, qui montre la puissance supplémentaire qui est solaire, qui est injectée dans l'atmosphère. Et dessous, vous voyez l'inflexion ou l'évolution des températures. Il y a plusieurs scénarios, avec certains qui sont plus drastiques que d'autres. Certains, donc, on aimerait bien voir se mettre en place, dans lequel, à moyen court terme, on arrive en fait à redescendre et même à capter plus de carbone qu'on en émet. C'est la partie grise en dessous, Negative Global Emissions. Et donc, essayer de récupérer tout le carbone qui a été mis dans l'atmosphère, qui correspond en gros aux 150, 200 dernières années de révolution industrielle et d'utilisation de combustibles fossiles. Donc ça, juste, donc en fonction des RCP, vous pouvez voir différents scénarios qui mènent à différentes hypothèses de réchauffement de l'atmosphère, réchauffement moyen de la surface de la planète, dont on peut voir que, il diffère effectivement en fonction du forçage radiatif qu'on applique au système, et deux, qui ne sont pas uniformes, c'est-à-dire que ça ne se passe pas forcément de façon exactement égale tout sur la planète. Il y a des endroits qui réchauffent plus que d'autres, notamment les pôles, mais ailleurs aussi, sur la Terre en général, plus que sur les océans.
Donc ça, évidemment, l'évolution des températures, bon, on sait tous, hein, je veux dire, peut-être j'enfonce des portes ouvertes, j'en sais rien, mais peut-être c'est bien de se dire qu'elles sont vraiment ouvertes aussi. Augmentation de température, sécheresse, canicule, problème de santé, problèmes sanitaires, etc. En même temps, plus de chaleur, plus d'évaporation, plus de précipitations, donc changement climatique. Il y a des sécheresses à certains endroits, mais il y a aussi des inondations à d'autres. Là, c'est aussi une évolution donc, sur les modèles du GIEC qui montre l'évolution des précipitations, à nouveau en fonction des différents RCP. Et puis également, on le sait, l'élévation du niveau des océans, qui évidemment est aussi reliée à combien les glaçons fondent plus vite si on fait chauffer plus vite le récipient, donc ça monte plus, et aussi l'eau se dilate plus si les océans sont plus chauds, donc dans le scénario à 8.5 que celui à 2.6. Bon, ok, on pourrait se dire, très bien, ça chauffe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très grave. Alors évidemment, il y a des conséquences sur les activités humaines. Il y a des conséquences, on a parlé de la sécheresse. La sécheresse, c'est pas juste la sécheresse dans le Sahel. J'ai mis une image du Dust Bowl aux États-Unis dans les années 20, où pour des raisons différentes, il y a eu une énorme sécheresse, une dévastation de toute une partie du Midwest, qui a créé toutes ces grandes migrations vers la Californie, dont parlent par exemple les raisins de la colère. À droite, un schéma qui n'est peut-être pas très explicite, mais qui raconte les effets sur les océans. Les océans, c'est acidification, c'est réchauffement, donc c'est en plus de la pêche, en plus des activités humaines qui sont déjà assez agressive, un grand appauvrissement des ressources halieutiques et vivantes, en fait, donc un effet sur la biodiversité sur la terre et dans la mer. Les effets sur les écosystèmes, ça c'est la carte que vous voyez à droite qui est faite par l'UICN. Elle montre les zones alors c'est juste un exemple qui sont de forêts de hêtres qui sont mises en danger par le réchauffement climatique, parce que quand les plantes ne peuvent pas trop suivre le mouvement vers le nord des températures, donc ça se pose pour les plantes, pour les animaux aussi. Il y a aussi vous regardez la liste rouge dont j'ai mis la couverture ici, des espèces en danger ou menacées en France. Il y a un bon 20-30% suivant ce qu'on regarde, les batraciens, les mammifères, etc. en 2100. Donc voilà, disons, il y a beaucoup de signaux qui sont au rouge, un peu partout. Et bien sûr, il y a des conséquences aussi sur la ville. Ici, c'est le dernier cyclone Idai. Et ce qu'on voit ici à droite, c'est la ville de Beira, au Mozambique. 500 000 personnes, détruites à 90% par un événement climatique et assez directement lié au réchauffement. La canicule de 2003, on a la carte à gauche. Donc, ça a des implications. Ce n'est pas un truc lointain qui ne nous concerne pas, c'est un truc qui nous concerne directement. Cette vulnérabilité, on pourrait dire qu'elle est systémique, c'est-à-dire qu'en fait, elle affecte tous les systèmes qui font que notre planète fonctionne avec des interactions. Elle est, par exemple, le titre du New York Times qu'on voit là montre que, en fait, une partie des migrants qui cherchent à rentrer aux États-Unis, qui sont pas tellement bien accueillis par M. Trump et son administration, en fait, ils quittent, en l'occurrence, je crois que c'est le Honduras, parce que les changements climatiques font qu'ils ne peuvent plus vivre au Honduras, ils peuvent plus. Il y a un problème avec les caféiers, avec ce qu'ils font pousser, donc ils ne peuvent plus survivre là. Et la carte de droite qui vient des Nations Unies identifie des zones du même type, et donc les mouvements qu'on voit aujourd'hui à travers la Méditerranée, enfin toutes les questions qui créent des problèmes politiques en Europe sont quelque part, on peut en tout cas leur retrouver des origines climatiques. Je connais certaines personnes qui expliquent comment la guerre civile en Syrie a essentiellement été déclenchée par des émeutes de la faim qui sont liées d'un côté à des questions climatiques et de l'autre au pic pétrolier syrien qui fait que l'État syrien n'avait plus l'argent pour rendre les gens contents en dépit du fait qu'ils n'arrivent plus bien à vivre de l'agriculture. Donc ces problèmes se posent vraiment partout. Ah oui, mince, alors je pense que ça ne va pas marcher parce que
Je pense qu'il n'y a pas... Non, alors c'est très dommage. C'est juste ces 3 compteurs qui montrent une chose très importante que je vais vous décrire, parce que je ne peux pas vous le montrer. On a 3 compteurs qui montrent depuis 1900 jusqu'à 2016 l'évolution, 1, de la concentration en carbone dans l'atmosphère, 2, de la température. J'ai oublié de mettre le fichier MP4 dans l'ordinateur de construire acier. Donc non, c'est pas grave. Mais surtout, je voulais le montrer surtout pour le dernier cadran, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas juste la concentration de carbone dans l'atmosphère qui compte, c'est plutôt la quantité totale de carbone qu'on met dans l'atmosphère. C'est-à-dire que si je poursuis la métaphore peut-être maladroite de la marmite, c'est que le carbone qu'on met dans l'atmosphère joue le rôle du brûleur, du feu sur lequel on met la marmite. Et donc la quantité de carbone qu'on met dans l'atmosphère, ça détermine en quelque sorte l'intensité de cette source de chaleur. C'est le fameux forçage radiatif. Et donc, les scientifiques s'intéressent à ça. Le GIEC donc, a défini ce qu'on appelle un budget carbone. Alors, il n'est pas complètement... là aussi, il y a des calculs, il y a différents modèles. Mais en gros, on a très largement entamé le budget carbone, le maximal qu'on pourrait s'autoriser si on ne veut pas dépasser les 1,5 degrés. Là, il nous reste vraiment très peu de temps. Les 2 degrés, un tout petit peu plus, au rythme de consommation, d'émissions de CO2 actuelles. Donc, la situation est grave, les conséquences sont graves et les délais sont courts. Donc, la situation est pas simple. Alors, je vais même pas arriver à bouger maintenant, ça. Si. Hop, alors... Donc, mobiliser la ville. Donc, effectivement, le sujet maintenant, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, moi, j'ai fait mes études d'architecture aux États-Unis, donc j'ai un peu attrapé la queue d'un mouvement environnemental qui était très fort dans les années 70. Et donc, il y avait une expression là-bas qui était on peut regarder toutes ces questions environnementales sous l'angle de gloom and doom. Hein, ça rime. Et c'est plutôt désespoir et malheur et désespoir, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, alors, ce n'est pas très positif. Donc, il se trouve qu'en plus, nous, dans notre métier, architectes, ingénieurs, concepteurs, enfin bref, tous les gens qui travaillent à l'aménagement des territoires, des villes et construction des bâtiments, il se trouve qu'on est centraux dans pas mal d'actions qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, avec la construction des bâtiments, leur consommation, la mobilité qui est liée à la structure de la ville, l'aménagement du territoire, etc. Donc on pourrait avoir une vision très coupable de cette chose-là, ou bien on peut aussi retourner la crêpe et se dire, en fait, très bien, justement, on a plein de leviers sur lesquels agir. Donc moi, j'aimerais bien qu'on prenne le point de vue, de se dire que oui, il y a une tâche énorme, retroussons-nous les manches dans ce métier et faisons ce qu'on a à faire pour essayer d'échapper au pire. Alors, le GIEC, les COP, les Conference of Parties, donc les réunions intergouvernementales sur les questions environnementales, elles durent depuis un certain temps, on prépare la 22e. Ça donne pas trop de... les effets sont très, très lents, très, très modestes. Et donc, il faut peut-être se dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes, faire des choses nous-mêmes à notre niveau directement. Et donc, c'est l'idée de mobiliser la ville. Alors, pourquoi la ville ? La ville, pour une série de raisons. D'abord, on sait que la population urbaine a dépassé le cap des... Donc, un humain sur 2 est un urbain depuis, en gros, une dizaine d'années. Dans une vingtaine d'années, ça sera plutôt 2 urbains sur 3. 2 humains sur 3 seront des urbains. La courbe que vous voyez là à gauche de l'écran, c'est la croissance de la population urbaine. La carte en bas, ça nous montre aussi la taille de la proportion d'urbains. Ces villes, elles vont plutôt se construire dans les pays du Sud. À droite, on a une image de Nairobi. Et en plus, si on compare un urbain et un rural, l'urbain émet plus que le rural. Donc, c'est un bon endroit où agir, et puis c'est aussi un endroit où peut-être il y a la masse critique pour pouvoir agir de façon sérieuse. Et effectivement, il y a un certain nombre de villes, dont Paris d'ailleurs, mais beaucoup d'autres villes qui se sont saisies de ces questions pour essayer de mettre en place des actions pour essayer
de mitiger et de s'adapter au changement qui nous attend. Donc, c'est la question d'agir localement. Donc, beaucoup de... Bon, là, c'est un peu, comment dire, un tableau un peu avec des images de référence qui viennent d'un peu partout, agir au niveau des mobilités. Évidemment, la ville, ça ne concerne pas juste les bâtiments, ça concerne aussi dans la façon dont on y vit, la façon dont on s'y déplace, l'énergie qu'on y consomme, la biodiversité, la façon dont on s'y intègre, les usages. Parce qu'il faut sans doute aussi repenser les usages. On va un peu rebalayer tout ça. La production d'énergie, je l'ai dit. La production peut-être aussi, au moins pour partie, de nourriture. Et donc, il y a toute une série d'axes de travail dans lesquels on devrait s'investir pour essayer de faire bouger les lignes. Donc c'est les 4 grands axes dont on pourrait comme ça parler en se disant voilà, ça c'est des choses des grandes catégories dont on devrait parler. Un, c'est la transition énergétique, c'est-à-dire en gros certainement sortir des énergies fossiles. En gros, si on veut rester à l'intérieur des budgets carbone dont je parlais tout à l'heure, il faut laisser sous terre une très très grande partie des réserves de combustibles fossiles qui devraient rester. Ils sont très très bien là où ils sont. Il ne faut surtout pas les sortir, les mettre dans l'atmosphère. Deuxièmement, il faut faire des bâtiments bas carbone, donc ça on va en parler un peu plus. Troisièmement, il faut faire aussi des transports qui soient décarbonés. Et finalement, il faut aussi que la consommation des gens qui vivent dans les villes soit plus décarbonée qu'elle n'est aujourd'hui. C'est d'autres questions dont je parlerai moins aujourd'hui, mais auxquelles il faut également penser. Voilà, donc ça c'est un peu les grands axes de notre réflexion qu'il faut sur la ville, la mettre en pratique. Alors, mon collègue à POCA, Raphaël Ménard, a bricolé l'équation de Kaya. Kaya est un économiste japonais qui a décomposé, c'est un produit simple, vous voyez qu'on multiplie, on divise CO2, donc on a CO2 égale CO2, mais on fait apparaître des tas de ratios qui sont intéressants. Et là, en fait, on fait apparaître... donc, en gros, on veut diminuer, réduire, minimiser les émissions en CO2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La population, c'est une donnée. Enfin, en tout cas, pour le moment, on ne va pas agir sur la population. C'est peut-être ce qui se passera tout seul à un moment, mais bon, pour le moment, on va essayer d'imaginer que c'est un intangible. Alors, hop. Donc, par contre, quand on construit, on peut peut-être agir sur le rapport de surface par population. C'est-à-dire que, évidemment, plus il y a de surface de bâtiment par habitant, plus quelque part on consomme et on a mis de CO2 en l'air, ou on se prépare à mettre du CO2 en l'air. Donc, c'est plutôt la logique de small is beautiful, pour revenir aux 70s aussi. Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Small is beautiful, ça peut aussi vouloir dire qu'on réfléchit à des usages dans lesquels les bâtiments servent à plusieurs choses. Soit dans leur vie, soit dans leur journée. Nous tous, là, en ce moment, à cette heure-ci, presque, tous nos logements sont vides. Et puis, ce soir, cette nuit, tous nos logements seront pleins et tous nos lieux de travail seront vides. Est-ce que c'est vraiment le meilleur emploi de ressources qui disparaissent? Est-ce que c'est la meilleure façon d'utiliser le carbone? Peut-être pas. Ensuite, évidemment, il y a énergie par surface. Donc là, ça veut dire construire, mettre le moins d'énergie possible par mètre carré de bâtiment, que ce soit dans la construction ou dans la vie du bâtiment, dans ses consommations. Et troisièmement, ou quatrièmement, finalement, le moins de CO2 par unité d'énergie, c'est-à-dire des énergies décarbonées. Donc cette espèce de tautologie arithmétique, enfin, elle fait apparaître en fait les leviers sur lesquels on peut agir. Surface, usage, construction frugale et consommation frugale, énergie décarbonée, qui sont un peu les axes vraiment. Donc il faut que j'avance, c'est ça. Pardon. Bon, je vais aller très très vite. Ça mène à parler de la densité. On a souvent présenté la densité comme étant l'alpha et l'oméga de la ville durable. Il faut y réfléchir, c'est pas aussi simple que ça. Certes, il y a la courbe qui montre qu'il y a une corrélation entre les transports et l'énergie dépensée, mais on peut aussi se dire que c'est très lié à la densité,
C'est aussi, si on veut solariser les villes, c'est plutôt intéressant de ne pas être trop dense parce que l'énergie solaire, elle est plutôt très diffuse. Donc il y a un point d'équilibre à trouver qui dépend probablement d'où on est sur la planète. Ça tombe bien, dans les villes du Sud, il y a plutôt plus d'énergie solaire par mètre carré que dans les villes du Nord. C'est justement là qu'il faut construire. Mais par exemple, en bas, là, il y a un petit exemple de mes collègues de Éléments Ingénierie qui montrent de l'énergie solaire directe. Hein, c'est un genre de mur trombe intégré à des bâtiments. Et puis se dire que la densité, c'est pas forcément... Enfin, ça prend plein de formes. Hein. Le Paris haussmannien, il est très dense. On l'a vu. Les chantiers menus en parallèle, je vais peut-être sauter ça parce que c'est moins bâtiment. À l'échelle du bâtiment. Donc, dans le fond, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, dans la conversation qu'on avait, on parlait de comment, aux Pays-Bas, il y a une sorte d'équivalence qui est faite au moment où un maître d'ouvrage public, j'espère que je ne me trompe pas, mais bon, je suis sûr qu'on me corrigera, où un maître d'ouvrage public choisit un projet. Il regarde le prix, donc il regarde le mieux-disant, mais il regarde aussi le mieux-disant carbone. Et ça se fait en faisant une équivalence carbone. Donc on pourrait se dire que le carbone, c'est une forme d'investissement. C'est-à-dire qu'on investit le carbone dans l'environnement. Et du coup, on devrait se dire, chaque fois que je mets en l'air, dans l'atmosphère, un mètre cube ou une tonne de CO2, ben je devrais vraiment savoir si je le fais à bon escient. Ce n'est pas juste indifférent. Et du coup, si je le fais dans les bâtiments, on devrait se dire, ben OK, est-ce que mon bâtiment, avant même qu'on réfléchisse au recyclage, etc., toutes ces choses-là, est-ce que mon bâtiment il est capable de répondre juste au programme auquel je réponds, mais aussi d'être suffisamment multivalent, polyvalent, transformable, etc., pour répondre à beaucoup d'autres choses dans une vie incertaine, mais où on sait qu'en tout cas, ça change. Donc ça, je pense que c'est très important. Ça, c'est des dessins qui viennent de l'atelier Canal de Patrick Rubin. Rénovation massive, évidemment, dans le logement, c'est entamé, plutôt dans le parc social que dans l'individuel. Il y a un chantier monstrueux dans les lotissements, et aussi dans le tertiaire, où on doit réfléchir donc à la fois aux sources d'énergie, à la gestion, et on pourrait même se dire qu'il y a des installations classées pour l'environnement, des gros bâtiments, les grosses tours, par exemple la Défense. On pourrait se demander aussi s'il pourrait y avoir aussi une autorisation d'installation classée pour les émissions en gaz à effet de serre, parce que voilà, ça peut en émettre beaucoup et ça mériterait d'être réfléchi. Économie de moyens, je ne peux jamais m'empêcher de mettre cette petite image de l'abri absolument minimal fait par SDF, pas très loin du bureau, parce que c'est vraiment, on peut pas faire moins. Les IMSS aussi, c'est bien, mais en tout cas, se dire qu'à nouveau, quand on met en œuvre des matériaux, on a une sorte de responsabilité avec le trait de l'architecte, enfin, c'est plus un trait de crayon, mais je sais pas quoi, le trait d'ordinateur. Ce trait d'ordinateur, il pèse de la matière, il pèse de l'énergie, il pèse du réchauffement climatique. Donc on doit être vraiment hyper lucide sur le fait que quand on met les choses en œuvre, il faut être vraiment économique, frugal avec ces matériaux. Économie de moyens, économie circulaire. Bon, quelqu'un va en parler beaucoup mieux que moi. Là, c'est une image qui vient de chez Rotor. On a aussi à droite des gens qui, depuis très longtemps, en Alabama, dans des comtés très très pauvres, ça s'appelle Rural Studio, donc c'est des gens que vous connaissez sûrement, qui donc, dans l'université de Auburn, construisent pour des communautés très pauvres, avec des matériaux. Ça, c'est une chapelle, et le vitrage de cette chapelle, il est fait avec des pare-brises de voitures recyclées. Voilà, donc ça, sont aussi et donc, recycler ce qui est dans les bâtiments, recycler les déchets de notre civilisation industrielle pour fabriquer de nouveaux bâtiments, c'est aussi un vrai champ d'investigation. Zéro déchet. Les déchets du secteur du bâtiment, suivant le périmètre qu'on prend, ça représente entre 40 et 60 ou 70% des déchets d'un pays comme la France. C'est beaucoup. Tous ces déchets, c'est de la matière qui a été fabriquée et transformée, qui vont non seulement, on ne sait pas très bien où dans l'environnement, mais ont aussi ont été élaborés avant. Donc évidemment, un chantier zéro déchet, c'est très important. Donc là aussi, économie de moyens. Je vais aller très très vite. À l'échelle des composants, donc là, je ne vais pas en parler beaucoup. À Stuttgart, à l'université de Stuttgart, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés, mais il y en a partout ailleurs aussi, sur des bâtiments zéro énergie où il y a à la fois une construction bas carbone, des bâtiments sont à énergie positive et intègrent
toute une série de composants, et jusqu'à, dans la maison dont je vous parle, le véhicule qui est électrique, qui joue un rôle dans le cycle de l'énergie dans le bâtiment. La séquestration, on a beaucoup parlé dans les petites conversations entre nous du bois. Évidemment, les matériaux biosourcés sont tentants parce que effectivement, la biomasse qui résulte de la photosynthèse, c'est en fait la transformation de CO2 de l'atmosphère qui devient de la matière. Donc il y a du stockage. Ensuite, il faut vraiment effectivement bien analyser comment tout le cycle de vie se passe. Donc il est clair que ces biomatériaux sont là, et il faut bien réfléchir. Il faut aussi bien réfléchir à leur association avec d'autres matériaux, qu'il s'agisse du bois, du béton, de matières plastiques, de l'acier, etc. Et par rapport à ça, excusez-moi pour ce diagramme d'ingénieur, mais je trouve toujours extrêmement parlant. Il représente en fait, comme si vous regardez l'abscisse et l'ordonnée, en abscisse l'énergie embarquée dans le matériau, et en ordonnée la résistance du matériau en question. Et ces matériaux, on vous les voit, ils sont groupés par famille. Les tâches correspondent à différentes familles de matériaux. C'est une méthode très connue pour choisir des matériaux industriellement. Et les courbes de droite, enfin les droites qui sont en bas à droite du diagramme, permettent de choisir ou de trouver les familles de matériaux ou de comparer des familles de matériaux entre elles en fonction de ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire mécaniquement de travailler soit en flexion ou en compression, etc. Donc ça permet de comparer les matériaux et du coup de se dire que sans doute tout matériau n'est pas bon pour tout faire. Par contre, certains matériaux sont très bons pour faire certaines choses. Et donc, c'est plutôt une question d'hybridation, de mixité, qui me paraît la piste la plus intéressante à poursuivre dans le futur. Et ces questions d'hybride et d'assemblage, c'est effectivement la position la situation qui se pose à nous, avec l'assemblage de droite, c'est l'assemblage d'un ingénieur allemand qui s'appelle Konrad Waxman, qui a écrit The Art of Joining, qui est un livre plutôt assez ancien aujourd'hui, qui a beaucoup réfléchi aux questions d'assemblage. Et c'est une question qui, je pense, devrait se poser beaucoup à nous aussi, techniquement, au niveau des composants, puisque si on veut faire de l'hybridation, c'est aussi très important à un moment de pouvoir déshybrider les éléments pour pouvoir les remettre dans la boucle et les retrouver dans le fonctionnement pour la construction ou la transformation du bâtiment supplémentaire. Écoutez, je pense que j'y suis presque. Donc, en conclusion, je vais être très, 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 très rapide. Je voudrais simplement dire qu'on a une situation qui est, sans dramatiser, gravissime, urgente. Donc, il est urgent de s'en occuper très, très sérieusement, que tous nos métiers doivent se mobiliser sur ce sujet-là, comme on peut se mobiliser pour un incendie ou pour reconstruire un bâtiment qui a été incendié, que ça suppose sûrement qu'on bouscule un peu nos certitudes, qu'on bouscule notre fonctionnement en silo qui nous empêche d'échanger entre ingénieurs, architectes, entreprises et industriels. Donc pour ça, ce qu'on est en train de faire est vraiment, je pense, très très bien, et qu'on réussisse à mener cette tâche passionnante et vitale qui nous attend de la ville durable du futur. Merci. Bravo Jean-François.